tous et bienvenue dans le Grand News à la une de ce vendredi soir. À quoi sert la Station Spatiale Internationale? Ce sera notre éclairage du vendredi. UBS dépêchait des chasseurs pour trouver des fortunés qui voulaient cacher leur argent. Et puis la presse People de Joseph Cabri, il a fait pour vous le tour de toute l'actualité People à retenir de la semaine. Et enfin, femme détenue. Pour elle, c'est la double peine, c'est ce que nous verrons en fin de magazine. Sachez qu'il y a 30 ans, l'URSS envoyait dans l'espace le premier module de la station Mir. Cet engin spatial imposant est resté maître de l'univers, de l'orbite basse terrestre, pendant près d'une décennie avant d'être supplanté par la Station Spatiale Internationale. Reportage et explication signé Donald Walter. 150 milliards de dollars. C'est en gros ce qu'a coûté la Station Spatiale Internationale qui tourne autour de la Terre depuis 1998. Ça fait beaucoup d'argent. C'est par exemple 40 fois plus cher que le nouveau World Trade Center ou encore 35 fois le très onéreux porte-avions Charles de Gaulle. Bref, ça fait beaucoup d'argent et on peut se demander, en vrai, à quoi sert ce gros machin? Le problème, c'est que dans la tête de pas mal de gens, l'équipage de l'ISS ressemble à ça. Il y a le monsieur chauve et sympathique en pleine partie de ping-pong avec une balle d'eau, la dame un peu décoiffée qui explique comment faire caca dans l'espace, Number 2, right here. ou encore le rocker à moustache et sa guitare flottante. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Mais toutes ces vidéos sont produites sur le temps libre des astronautes. Le reste du temps, ils travaillent, une quarantaine d'heures par semaine. Car l'ISS est avant tout un gigantesque laboratoire de 900 mètres cubes dont l'assemblage en orbite a duré plus de 10 ans. Cette très grosse machine remplit donc surtout des fonctions scientifiques. Oui, mais lesquelles? D'abord, et c'est essentiel, elle permet d'observer les effets de la vie dans l'espace sur le corps humain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas joli. Les impacts sont nombreux. Effectivement, à force de flotter en permanence sans les contraintes de la gravité terrestre, le corps se ramollit. Il perd de la masse musculaire et de la densité osseuse. Si bien qu'au bout d'un moment, les astronautes pourraient se casser les membres au moindre choc. Du coup, pour compenser, ils ont droit à 2 heures de sport par jour sur les machines de fitness les plus high-tech et aussi à une alimentation chargée en vitamine D, ce qui est plutôt bon pour les os. Mais même avec un tel régime, les voyageurs de l'espace sont un peu mous lorsqu'ils rentrent sur Terre. Autre problème, une bonne partie des astronautes ont de sérieux troubles de la vue lorsqu'ils rentrent de mission, parfois pendant plusieurs années. Le syndrome pourrait venir du liquide céphalorachidien dans lequel baigne le cerveau. En gros, avec le changement de pression, le liquide de la boîte crânienne vient appuyer sur l'arrière des yeux et sur les nerfs optiques. Et la vision se trouble. Dernier gros danger, les locataires de l'ISS sont exposés aux rayonnements solaires qui viennent du Soleil et aux rayonnements cosmiques qui viennent du reste du cosmos et principalement de l'explosion des étoiles lointaines. Lorsqu'elles traversent la peau, ces radiations ont une fâcheuse tendance à favoriser les cancers, affaiblir le système immunitaire, endommager l'ADN, etc., etc. Pour se faire une idée, un séjour de 6 mois dans l'espace correspond environ à 240 radios des poumons. Bref, toutes ces indications peu réjouissantes permettent d'anticiper les risques pour l'homme en cas de voyage spatial de longue durée et de réfléchir à des solutions pour le protéger. Rappelons au passage que la planète Mars se situe à 6 mois de route à l'aller et 6 mois de plus si on compte revenir. Mais les astronautes de l'ISS ne sont pas que des cobayes enfermés dans une grande cage de métal. Ils mènent aussi un tas d'expériences scientifiques. Et la liste de ces expériences est longue. Très longue. L'une des importantes découvertes est d'ordre médical. Elle concerne un traitement contre le cancer qui s'appuie sur le principe de micro-encapsulation. Pour faire simple, l'idée est de fabriquer des tout petits ballons biodégradables, de les remplir avec un médicament et d'injecter le tout à l'intérieur d'une tumeur. Les zones visées sont alors précises, ce qui est beaucoup plus efficace que d'envoyer une chimiothérapie bien lourde dans l'ensemble de l'organisme.
Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus facile de fabriquer ces capsules dans l'espace en l'absence de gravité. Il s'agit donc maintenant de perfectionner le processus de fabrication sur Terre. Dans d'autres registres, on peut citer le spectromètre magnétique ALPHA qui cherche à prouver l'existence de la matière noire, ou encore le premier potager de l'espace et ses excellentes salades. Parallèlement aux centaines de recherches spécifiques, il y a aussi les retombées technologiques indirectes, et elles sont nombreuses. En gros, l'ISS stimule la fabrication d'outils qui sont réutilisables sur Terre. C'est le cas par exemple du bras télécommandé utilisé sur la station. Il est programmé pour manipuler tout un tas de choses pesant parfois plusieurs tonnes et toujours avec une extrême précision. Aujourd'hui, ce bijou technologique a fait des petits et d'autres bras sur Terre sont désormais capables de percer des cerveaux humains. Mieux encore, ils peuvent percer des cerveaux alors même que le patient est en plein scanner, ce qui permet aux chirurgiens de mener des opérations très précises, comme par exemple enlever une tumeur. Enfin, l'ISS est aussi une locomotive économique. Elle engendre la création de nombreux emplois et une activité industrielle de pointe. Mais l'enjeu pour le futur est surtout de motiver une industrie privée. Car logiquement, la mise en concurrence des différents constructeurs devrait permettre à terme une baisse des coûts de fabrication, pour l'instant exorbitants. SpaceX, Orbital ATK, Sierra Nevada se bousculent donc pour signer des contrats de ravitaillement de l'ISS. En résumé, la Station spatiale internationale n'est donc pas un gros machin complètement hors de prix et complètement inutile. Grâce à elle, les futurs explorateurs du système solaire ne mourront peut-être pas dans notre souffrance. Les terriens d'aujourd'hui, de leur côté, profitent d'innovations inspirées de l'ISS et l'industrie spatiale est tirée vers l'avant. Évidemment, certains rabat-joie soutiennent qu'on aurait pu faire toutes ces découvertes sur Terre, que le retour sur investissement est insuffisant. Et ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. 150 milliards de dollars sur 20 ans, ça fait beaucoup. Mais à titre de comparaison, rappelons tout de même que l'ensemble des pays qui financent la station spatiale dépensent aussi 1000 milliards de dollars dans leur budget militaire chaque année. Et puis au fond, l'ISS est avant tout un symbole un peu cher, mais qui prouve tout de même que l'humanité est capable de collaborer pour aller vivre dans l'espace à 400 km au-dessus de nos têtes, et ça, c'est assez fort. Quoi qu'il en soit, les détracteurs de l'ISS pourront sauter de joie dans quelques années lorsque la station sera mise hors service et viendra s'écraser sur la Terre en 2024. Un an après, Swisslike, nouvelle affaire de fraude fiscale pour une banque. Après HSBC, c'est au tour d'UBS d'être dans le collimateur de la justice française. Essayons de mieux comprendre cette situation fiscale avec Josefa Lopez et ses invités. Après SwissLeaks, nouvelle affaire de fraude fiscale pour une banque. Après HSBC, c'est au tour de la banque suisse UBS d'être dans le collimateur de la justice française. Et pour comprendre cette affaire, Fabrice Lhomme et Gérard Davet sont avec nous. Gérard, qu'est-il reproché à UBS ? Il est reproché tout simplement d'avoir fait du démarchage illicite en France, c'est-à-dire d'avoir permis à ses chargés d'affaires d'aller traquer les riches contribuables français pour leur demander de placer leur argent en Suisse. Il lui est reproché aussi d'avoir permis à ces contribuables français de dissimuler leur argent à l'abri du fisc français. Donc on appelle ça du blanchiment de fraude fiscale. Et donc à ceux qui ont caché leur argent là-bas, il leur est reproché aussi d'avoir commis de la fraude fiscale. Et c'est pour ça qu'ils sont très nombreux à être allés voir Bercy pour essayer de régulariser leur situation fiscale. Alors Fabrice, finalement, comment procédait la banque, cette banque suisse UBS ? C'est assez simple, en fait, UBS dépêchait en France des chargés d'affaires qui étaient surnommés entre eux d'ailleurs les chasseurs, qui est un nom assez évocateur et qui montre bien leur mission, c'est-à-dire ces chasseurs étaient censés trouver des fortunes françaises qui avaient envie de cacher leur argent, ou en tout cas on avait envie de les solliciter pour qu'ils cachent leur argent en Suisse, sans le déclarer bien entendu. Et pour ça, les chasseurs déployaient des trésors d'ingéniosité pour ne pas être repérés soit par les douaniers, soit par les agents du fisc. Et ça veut dire qu'ils prenaient des mesures de précaution dignes de James Bond. Ils n'avaient pas le droit d'avoir sur eux les noms de leurs clients. Leurs ordinateurs étaient sécurisés. Lorsqu'ils passaient la frontière, on leur demandait s'il y avait un contrôle de planter carrément leur ordinateur afin que les douaniers ne trouvent rien. Enfin, toutes ces méthodes ont assez bien fonctionné puisque grâce à ça, ils ont attiré de nombreuses fortunes. Alors finalement, c'est une affaire qui date de 2004 à 2012. Pourquoi en parle-t-on que maintenant ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, je dirais, est sans doute politique. Il y a eu une pression politique sur cette affaire, c'est incontestable. Nos investigations l'ont confirmé. Il faut savoir que dès 2009, la DCRI, c'est-à-dire le contre-espionnage français, a déjà entre les mains presque tous les éléments, grâce à une source très bonne au sein de la banque, qui est traitée par un agent de la DCRI. Cet agent de la DCRI va faire des rapports, en quelque sorte, et on va lui dire « ne t'occupe pas de ça ». On a eu entre les mains des rapports confidentiels défense de la même DCRI qui investigue de son côté, grâce sans doute à d'autres sources, et découvre l'ampleur du système. Sauf que, durant 2 ans, ces investigations vont rester cachées au sein de la DCRI. L'enquêteur qui a fait ces révélations va être évincé, sans doute par le pouvoir politique, en tous les cas par l'autorité à la tête de la DCRI, c'est-à-dire Bernard Squarcini, qui était alors en place. Et il faudra une autre enquête, une autre investigation extérieure pour que la justice soit enfin saisie en 2011. Donc on a perdu beaucoup de temps pour des raisons qui restent quand même à déterminer. Et ensuite, il y a le temps de la justice, le temps de traiter tous ces listings. Et ça nous amène aujourd'hui, avec la proximité maintenant d'un procès qui pourrait coûter très cher à UBS. Alors Gérard, 4200 noms ont été collectés par le service du ministère des Finances. Qui sont ces clients ? Il y a vraiment de tout, hein. Il y a des ex-footballeurs devenus consultants célèbres, il y a des anciens entraîneurs devenus eux aussi consultants célèbres, il y a aussi des couturiers français de renom, il y a toutes les grandes familles françaises à particules, absolument toutes. Il y a aussi des capitaines d'industrie, il y a des artistes, des acteurs, des chanteurs. Il y a vraiment tout un petit Gotha parisien, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens de province qui avec beaucoup d'argent. Il faut bien savoir qu'il y avait plusieurs segments de contribuables chez UBS. Et pour rentrer chez UBS, il fallait commencer par amener 250 000 €. C'était le ticket d'entrée, 250 000 €. Mais ça pouvait aller jusqu'à 30 millions d'euros. Par exemple, un couturier français célèbre a rapatrié plus de 30 millions d'euros ensuite. Donc voilà, le critère c'était j'amène beaucoup d'argent et UBS me déroule le tapis rouge. Et au final, quelle est l'ampleur de cette fraude ? C'est assez énorme. On parle de chiffres. Le juge a estimé entre 13 et 24 milliards d'euros le montant des actifs dissimulés chez UBS, des actifs français, je précise bien français. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique que l'amende qui pourrait être ensuite imputée à UBS, elle peut se monter à hauteur de la moitié des actifs dissimulés. Donc on imagine que ça peut chiffrer en milliards d'euros. Et on sait qu'une amende pour une banque, on l'a bien vu de l'affaire HSBC qui se montait aussi à de très très fortes sommes, ça induit forcément des conséquences importantes au niveau de l'entreprise. Donc on a bien conscience de l'importance de ce qui a été mis à jour par la justice et de ce qu'on révèle aujourd'hui. Il pourrait y avoir un procès, que risque la banque ? Vous savez, les banques, et notamment les banques suisses, elles tiennent à leur discrétion, à la discrétion surtout pour leurs clients. Or là, le fait de savoir que la justice puisse s'en mêler, ça peut dissuader un certain nombre de clients, notamment fortunés, de mettre leur argent dans cette banque. Fabrice Lhomme, Gérard Davet, merci. Et si vous voulez retrouver plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture. Et vous retrouvez tout de suite Joseph Cabris en direct pour le Grand News, c'est sa presse People. Voilà Joseph, nous sommes en direct, bonsoir. Bonsoir, monsieur Donardo, comment allez-vous? Ma foi, ça va et vous? Ah ben ça va, hein, une petite semaine qui se termine tranquille, peut-être pas pour moi parce que je travaille ce week-end. D'accord. Allez, c'est parti pour Quand même, hein, voilà, votre alors, presse People. bonsoir chers auditrices, chers auditeurs. Nous allons commencer cette semaine pour les petits jeunes qui doivent bien connaître Kim Kardashian. Eh bien, figurez-vous qu'elle aurait dépensé la somme de $100 000 pour retrouver sa ligne avant sa grossesse. Bon, ben, à ce prix-là, on peut que lui souhaiter de retrouver vraiment sa ligne, hein, parce que sinon, ça lui aura coûté cher. Le jeune rappeur Orelsan, relaxé, on appelle... Attendez Joseph, c'est Orelsan, hein? Orelsan, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Orelsan. Ah oui, parce que j'ai fait la liaison. Donc, ouais, mais c'est pour faire un petit peu James pour les jeunes. Alors, on se reprend. Le jeune rappeur Orelsan, relaxé en appel pour injures et provocations envers les femmes à travers ses chansons, a été tout simplement relaxé, comme je viens de vous le dire. Le juge a dit que ça reviendrait à censurer toutes les chansons et toute forme de créativité inspirée du mal-être, au principe de la liberté d'expression.
Et je rajoute, à titre perso, que c'est nous, le public, qui faisons un artiste. Et non le reste. Si ça nous plaît, il aura un public. Si vraiment ça ne plaît pas, mais il n'aura pas de public, tout simplement. L'acteur Édouard Baird, coup de gueule avec ce gouvernement, il a simplement dit « J'ai l'impression d'avoir été trahi ». Alors, nous tournons la petite page. Et nous avons une petite affaire à suivre sur un chroniqueur qui se nomme Julien Cazard, qui bosse sur Canal+, et qui aurait porté plainte contre Anna et Nora Malagré pour menace de violence physique au téléphone, contre laquelle Anna a répondu effectivement qu'il aurait téléphoné suite à une discussion dont il n'aurait pas trop aimé, qu'il aurait dit le fond de sa pensée, et en défendant son équipe, car l'autre chroniqueur aurait plus ou moins insulté son équipe, on va dire. Mais, entre-temps, ils se sont appelés au téléphone, ils se sont reparlés, et depuis, tous les deux disent que tout va bien. Benjamin Castaldi a malheureusement fini de bosser pour Énergie 12, son contrat a pris fin, et pas de renouvellement qui lui avait été proposé. On lui aurait proposé de faire le mal, justement, à la place de Mathieu Delormeau qui a voulu rester sur D8, mais il n'a pas voulu retomber dans on va dire dans le système de la télé-réalité, ce que je peux très bien comprendre. Il a envie de passer à autre chose, et puis, bon, il prend de l'âge comme tout le monde, il n'a pas toujours envie de... Voilà, on va dire. Je pense qu'il y en a parmi vous, parmi les auditrices et les auditeurs qui doivent être fans de X-Files, la série. Eh bien, elle revient très vite sur M6. Il paraît que ça en vaut la peine de le regarder. Il se dit qu'il est très 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 prometteur. De nouvelles marionnettes au Guignol, celle de la journaliste Claire Coudray et de Julien Buget. C'est Anne-Claire Coudray. Week-end, comment? C'est Anne-Claire Coudray. Ah, c'est Anne-Claire Coudray et Julien Buget, je redis. Les jokers du week-end, des infos d'ailleurs. Donc Anne-Claire Coudray est sur TF1 et Julien Buget sur France 2. Et nous allons terminer par une petite dernière info. Elle est un peu spéciale pour Monsieur John, car c'est pour lui annoncer que Claire Chazal lui sera toute une soirée à lui sur France 3, car elle va animer les victoires de la musique classique. Et voilà, c'est ainsi que ça sert pour cette semaine la presse People. Je vous retrouverai la semaine prochaine, vendredi prochain exactement. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous laisse retrouver M. John Arnaud. Merci Joseph, et j'annonce plus de précision puisque Claire Chazal effectivement sera sur France 3 et hier elle a annoncé qu'elle avait à la fois peur et donc le trac et qu'elle avait hâte d'y être mais qu'elle avait quand même assez peur. Merci Joseph pour toutes ces précisions. On se retrouve donc vendredi prochain. Vendredi prochain, M. John Arnaud. En France, des femmes sont incarcérées dans des prisons, dans des centres éducatifs fermés ou dans des établissements de santé médicale et donc mentale. Voici les explications d'Anne-Lyne Hazan. C'est une contrôle générale des lieux de privation de liberté d'expression à l'origine d'un rapport sur ce sujet inédit. Regardez. En France, des femmes sont incarcérées dans les prisons, dans des centres éducatifs fermés ou dans des établissements de santé mentale. Beaucoup moins nombreuses que les hommes, elles sont pourtant davantage privées de leurs droits. Pour en parler, Adeline Hazan, bonjour. Bonjour. Vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vous avez sillonné des établissements en France et vous avez rédigé un rapport assez inédit sur ces femmes privées de liberté. Vos conclusions sont assez étonnantes puisqu'on pourrait penser que comme ces femmes sont minoritaires, elles peuvent être privilégiées et finalement c'est tout le contraire. Alors pourquoi cette idée de rapport? D'où vient-elle? Alors justement parce qu'il y a un paradoxe. Il y a peu de femmes incarcérées, il y a peu de femmes en centre de rétention administrative. En ce qui concerne les femmes incarcérées, un peu plus de 3% seulement. Donc on pourrait considérer que
étant peu nombreuses, finalement leur prise en charge va être plus facile et que notamment l'individualisation de la peine va pouvoir se faire plus facilement, que les conditions vont être plus favorables. Et en fait, il n'en est rien, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on peut dire finalement qu'il y a une forme de double peine. Pourquoi? Parce que du fait que justement elles sont peu nombreuses, les quartiers femmes, quand il en existe, sont très enclavés dans les établissements. Il y a peu d'établissements pénitentiaires pour femmes. Ils sont, pour les peines, les longues peines, presque exclusivement dans le nord de la France. C'est-à-dire que les femmes qui sont incarcérées, les femmes qui sont condamnées, par exemple, une femme qui habite à Marseille va être incarcérée pour le déroulement de sa peine à Rennes. Donc elle va se retrouver à l'autre bout de la France, qui évidemment va être un préjudice extrêmement important concernant son droit au maintien des liens familiaux. En ce qui concerne les activités, c'est la même chose. Comme il y a peu de femmes, finalement, on fait surtout les activités pour les hommes, et puis on en fait quand il en reste un petit peu, on les réserve aux femmes. Il y a également une règle un peu étonnante en prison, c'est que les femmes et les hommes ne doivent absolument pas se croiser, même dans les coursives, dans les couloirs. Parce que certains établissements sont mixtes. Voilà, mais certains établissements ont un quartier femmes, mais quand les femmes vont soit à l'unité sanitaire pour se faire soigner, soit à la bibliothèque, soit en salle de sport quand il en existe, eh bien, elles n'ont pas le droit de croiser des hommes. Moyennant quoi, on bloque complètement les mouvements des hommes détenus, et comme c'est compliqué, mais finalement, on réduit pour autant le nombre de mouvements des femmes. Donc elles sont pénalisées, elles n'ont pas une égalité de traitement, c'est ça que nous avons voulu dénoncer dans cet avis, elles n'ont pas une égalité de traitement en ce qui concerne le droit au maintien familial, le droit à la santé, le droit aux activités avec les hommes. Et c'est bien cela que j'ai voulu dénoncer dans ce rapport. Mais par exemple, pour prendre un exemple, le manque d'activité. Donc si ces femmes ne peuvent pas se rendre par exemple à la salle de sport ou en cuisine, je ne sais où, ça veut dire quoi? Elles restent dans leur cellule? Elles restent davantage dans leur cellule, c'est-à-dire qu'il y a encore moins d'activités pour les femmes que pour les hommes. Et par exemple pour le travail, il y a tout compris à peu près 30-35% seulement des personnes détenues en France qui peuvent travailler alors que la plupart le demandent. Eh bien les femmes, c'est encore moins. Donc tout est moins pour les femmes. Et vous parlez aussi de surpeuplement dans certains quartiers. En plus, comme il y a peu d'établissements qui accueillent des femmes, ces quartiers-là sont encore plus surpeuplés que les maisons d'arrêt pour les hommes. À Nice, par exemple, c'est de l'ordre de 140% d'occupation. À Marseille, c'est 160 ou 170%. Donc, là aussi, c'est un préjudice supplémentaire qu'elles subissent et donc une atteinte à leurs droits. Et donc, quelles sont vos recommandations? Alors, nos recommandations, c'est d'abord, en premier lieu, de construire des établissements pour peine au sud de la France, de façon à ce que les femmes qui habitent dans le sud, au moment où elles vont faire une peine après la condamnation, puissent l'effectuer dans le sud de la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on peut imaginer, c'est une piste que j'ai voulu lancer, qu'il y ait une mixité dans les activités. C'est-à-dire que, par exemple, dans un atelier, il y a une expérience en ce sens, dans un atelier de production, par exemple, il n'y ait pas que des hommes, mais il puisse y avoir aussi des femmes. C'est un changement de mentalité, c'est un changement de culture. À Gradignan, à Bordeaux, où ça a pu se faire, il y a eu des réticences de la part des surveillants, et puis finalement, on s'est aperçu qu'il n'y a pas eu de problème. Ça veut bien dire que quand on veut, on peut, et qu'il faut innover là aussi. Également, ce que je propose, c'est qu'il y ait aussi une mixité dans les surveillants qui vont s'occuper de ces femmes. Actuellement, quand des hommes sont détenus, des femmes surveillantes peuvent s'occuper d'eux, les surveiller. Par contre, quand des femmes sont détenues, il y a une interdiction, sauf sur les postes vraiment d'encadrement, il y a une interdiction à ce que ce soit des surveillants hommes qui s'en occupent. Et ça prépare à la sortie aussi. Et ça prépare à la sortie, c'est ce que nous disons dans cet avis, c'est-à-dire qu'une femme, par exemple, qui effectue une peine de plusieurs années, ne va avoir aucun homme pendant ces années. Ça n'est pas une bonne préparation à la réinsertion, à la sortie, où évidemment la société est mixte. Mais ce que j'ai voulu dénoncer aussi, qui est un petit peu paradoxal, mais qui est la réalité de la détention, c'est que non seulement elles ont moins d'activité, on prend moins soin finalement que la détention se passe bien, mais en même temps, on ne fait pas attention à une prise en charge spécifique pour les femmes. Et on s'aperçoit par exemple que les femmes ne peuvent pas cantiner des produits féminins, que dans les kits d'hygiène, dans les commissariats, on ne donne pas de produits spécifiques aux femmes. Et puis surtout, j'en profite pour redénoncer pour la énième fois une pratique qui vraiment m'indigne, c'est le fait que dans les commissariats, pendant les gardes à vue, systématiquement, on enlève le soutien-gorge des femmes au motif qu'il pourrait y avoir un accident. Et en gros, l'accident, c'est quoi? Ce serait qu'elles se pendent avec leur soutien-gorge, ce qui est quand même assez compliqué et assez rare. Effectivement. Merci Adeline Hazan. Et si vous voulez retrouver plus d'informations sur ce sujet, eh bien n'hésitez pas à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture.
Voilà, et tout de suite, je vous propose de regarder l'image du jour. L'image du jour est signée Daily Way. Sur News TV. Pour ma part, je vous retrouve demain à 20h15 dans le Grand News. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite de passer un très bon vendredi soir. À demain.